Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous, ici c'est Jack Dog et comme promis, je lance la première vidéo d'une toute nouvelle rubrique, les tueurs du passé. Rubrique dans laquelle nous allons parler dont je vais parler des tueurs plus impitoyables les uns que les autres qu'a connu la préhistoire. Nous aborderons les premières époques comme l'ère primaire avec le Permien y compris, et l'ère secondaire, l'ère des dinosaures, avec en finale l'ère tertiaire, qui a connu la mégafaune ainsi que les animaux géants tels que le smilodon ou le mammouth. Et pour ceux qui voudraient que je parle d'un tueur du passé en priorité, il faudra juste m'envoyer dans les commentaires ou via mon nouveau compte Skype, parce que j'ai eu des problèmes avec l'ancien. Et mon nouveau compte Skype, c'est Jack Dog. Alors, vous aurez juste à taper ça en mettant une majuscule au J et au D. Alors, un espace entre les deux, s'il vous plaît. Bref, aujourd'hui nous allons parler de The Best Killer, le roi des lézards, le vrai, le seul, l'unique, ultimate, famous Sorial. J'ai nommé mon animal préféré le Megalania prisca. Bref, le Megalania prisca, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un immense varan de plus de 6 mètres de long. Il faut savoir qu'on a retrouvé ces fossiles en Australie à l'époque de la mégafaune, donc c'est-à-dire c'est vers la même époque que le Smilodon, mais sauf que lui, il se trouvait pas en Australie, le pauvre Smilodon. Donc heureusement pour lui, parce que s'il y avait été, je pense pas qu'il aurait pu faire face au Megalania. Pour vous dire, le Megalania, il mesurait environ entre 6 à 8 mètres de long à l'âge adulte, et il ressemblait au dragon de Komodo. Donc vous imaginez la bestiole. Il vivait en Australie durant le Pléistocène. Il a disparu il y a 40 000 ans. D'ailleurs, il est fort probable que les premiers aborigènes aient pu le côtoyer. Mais il faut savoir une chose sur le Megalania, c'est que les causes de cette disparition sont encore très floues. On ne sait pas vraiment, ce qui lui est arrivé. On l'ignore. On ne sait pas ce qui a pu le pousser à devenir un fossile ces temps-ci. Même si certains en Luberlu pensent en avoir aperçu dans le bush australien. Vous imaginez les dégâts qu'aurait causé ce varan s'il existait encore? Le dragon de Komodo, qui sont plus proches descendants, est déjà assez grand et il mange des chèvres, mais il est rikiki par rapport au Megalania. Donc si ce dernier était encore en vie, il mangerait sûrement des vaches et des taureaux. Et sans parler des humains qu'il trouvera sur son passage. Bref, l'existence du Megalania est remise en question par de nombreux auteurs. Euh, pour, euh, pour ceci, il s'agit d'une espèce rattachée à un genre de Varanus sous le nom de Varanus priscus. Notez la masculinisation du terme prisca. Varanus étant masculin alors que Megalania féminin. Son nom signifie ancien boucher géant. Et on comprend aisément pourquoi. Hein. Faut savoir que il avait la gueule garnie de couteaux à viande. Et quand il mordait la victime qui se débattait, il n'avait qu'à tirer sa tête en arrière pour creuser de larges sillons sanglants dans sa victime qui se vidait de son sang. Sans compter le fait que le Megalania, comme tous les varans et tous ses descendants actuels, possède des glandes venimeuses sur la mâchoire inférieure. Et il faut savoir que le Megalania avait aussi la gueule pleine de bactéries. Comme le tyrannosaure, il avait une hygiène dentaire déplorable. Donc autant vous dire que tout ça réuni, ça fait juste un cocktail mortel pour une morsure. Bactéries et poison, c'est... Voilà quoi. Puis en plus, si on compte le fait que son plus proche varan, son plus proche descendant, le varan de Komodo, a lui aussi des glandes venimeuses et la gueule pleine de bactéries, faites-vous mordre par un varan de Komodo et vous ressentirez la douleur que pouvait sentir un diprotodon après une morsure de Megalania. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que le diprotodon, vous imaginez un wombat de la taille d'un rhinocéros. Et le wombat est une espèce de marsupial proche du koala. Bref, est-ce qu'il y a une possible descendance pour le Megalania?
Alors, il est possible que le dragon de Komodo, une autre espèce de varan qui appartient à la grande famille des varangués, soit le descendant du Mégalania. En tout cas, un de ses plus proches cousins. Après, le Mégalania, certains l'envisagent en cryptozoologie. Certains cryptozoologues pensent que le Mégalania n'est pas totalement éteint et que quelques spécimens auraient subsisté jusqu'à nos jours au cœur des montagnes sud-australiennes en Nouvelle-Galles du Sud. Plusieurs personnes ont en effet déclaré avoir aperçu des varans de près de 8 mètres, voire 10 mètres dans certains récits, ce qui a conduit les cryptozoologues à penser que le Megalania prisca était encore en vie. Le cryptozoologue australien Rex Gilroy affirme qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps avant que l'un d'eux ne soit capturé. Mais vous vous rendez compte de l'absurdité de ces récits? Beaucoup de légendes urbaines ont vu le jour comme ça. Je pense notamment à certains qui auraient vu le Mothman, vous savez, cet homme mythe dont je parlerai peut-être un de ces jours. On sait pas. Vous savez, j'ai beaucoup de projets pour la chaîne et il faut que j'essaye de réfréner un peu toutes ces envies. Mais c'est complètement con. Vous savez, il faut savoir que l'humain, enfin en tout cas l'homme en général, quand il a peur, sous l'effet de la pression, s'invente des choses. C'est l'imagination qui prend le dessus. Donc ces gens ont forcément été attaqués par juste des varans normaux, et sous leur imagination, sous l'effet de la peur, ces varans sont juste devenus des géants. Ça arrive, c'est comme ça que des gens totalement connes et huluberlus voient le jour. Je dis pas que Mothman est une mauvaise légende. Il est sympa à entendre, mais quand même, un homme mythe, excusez-moi de douter de son existence. Bref, retournons au sujet. Le Mégalania avait une taille qui avait une longueur totale du bout du museau à la queue d'environ 6 à 8 mètres à l'âge adulte, pour un poids d'environ 600 kg. Sacré morceau quand même. Et pour ceux qui se disent que le Mégalania n'était pas un bon chasseur, faut savoir que le Mégalania, il chassait presque une fois par mois, puisque c'est un animal hétérotherme et qui a besoin de la chaleur du soleil pour se mouvoir. Et faut dire que quand un diprotodon passait, un diprotodon c'était énorme. Ça donnait des quantités de viande pas possibles avec de la graisse et tout. Donc, et le Mégalania, mine de rien, il était extrêmement rapide. Il pouvait atteindre une vitesse de pointe de plus de 40 km/h. C'est vous dire. Vous imaginez la vitesse de pointe? Et en plus, il y avait des kangourous géants à l'époque. Ça faisait des proies de choix. Pour ceux qui se disent que le kangourou a une chance de fuir, le kangourou est très lent au démarrage. C'est donc là qu'il est le plus vulnérable. Et comme le Mégalania, lui, accélère dès le début, il suffirait qu'il morde le kangourou à la queue pour qu'il ne puisse pas s'en remettre. Parce que si un kangourou est mordu à la queue, il faut savoir qu'elle lui sert de balancier pour sauter. Et s'il n'a plus de balancier, il pourra plus jamais sauter de sa vie. Donc le Mégalania avait juste à mordre à cet endroit pour mettre le kangourou à terre. C'est vous dire à quel point il est meurtrier. Et en plus, quand on combine ça avec sa morsure fatale, le Mégalania avait juste besoin de mordre sa victime en fait. Et après, il pouvait la laisser partir, aller plus loin pendant qu'elle se vidait de son sang et qu'elle était en proie à de terribles infections. Parce qu'il faut savoir que l'ingrédient principal du venin du Mégalania, c'est un anticoagulant. C'est-à-dire qui empêche la blessure de cicatriser, qui fait couler le sang à flot. Donc le Mégalania a juste à se servir de sa langue bifide pour repérer la carcasse. Et il faut savoir que comme son cousin, le varan du Komodo, les varans sont les maîtres de la traque. Vous ne pouvez pas leur échapper. Ou alors essayez de masquer votre odeur en vous roulant dans la boue ou dans des déjections, mais à part ça, vous ne pourrez jamais lui échapper. Sa langue bifide vous repère à tous les coups. Et quand je dis à tous les coups, c'est à tous les coups. Sans compter que le varan aura le temps de monter une colline plus vite que vous n'aurez le temps de la descendre.
C'est-à-dire, vous serez en train de la descendre, lui vous attendra, lui vous aura déjà rejoint en haut avant que vous ne partiez. Hein. C'est des bolides de course. Et quand je dis des bolides, c'est des bolides. Et en plus, il faut savoir que le Mégane avait comme tous les varans, avait une particularité, c'est qu'il peut stocker le gras dans sa queue. Et donc, comme il n'a plus besoin de manger pendant probablement plusieurs mois, il n'aura probablement pas à chasser. C'est un stratagème assez ballot, mais quand on ne ressent pas la faim, on n'a pas besoin de sortir du lit chaque matin. Bon, ça doit quand même être pratique comme mode de vie. Hein. Et en plus, il faut savoir que, comme tous les varans, il digère ses proies assez vite. Mais comme le gras est stocké dans sa queue, ça lui fait une réserve. Une réserve qui n'est pas épuisée, puisque la queue, elle sert vraiment pas à grand chose au Mégane, si ce n'est à donner de méchants coups à ses adversaires. Faut savoir que le Mégane partageait son environnement avec un autre prédateur, appelé le lion marsupial, ou Thylacoleo carniflex. Pour ceux qui se demandent, non, c'était pas un lion, c'était un marsupial, un proche cousin du wombat actuel. Vous imaginez juste un marsupial avec le corps d'une panthère, mais avec une dentition proche de celle du lapin, mais vous remplacez les molaires par des canines. Vous obtiendrez le Thylacoleo carniflex. Et autant vous dire que si j'étais du genre à parier, je parierais sur le Megalania je parierais l'argent sur le Megalania. Parce qu'il suffirait d'un gros coup de queue pour que le Thylacoleo carniflex soit KO. Et qu'il puisse. C'est comme s'il se torchait avec 30 bouteilles d'absinthe d'un coup. Il serait dans les vapes, HS, à 4 grammes. Et le Megalania aurait plus qu'à le mordre à la jugulaire pour en finir. Le Megalania était juste le prédateur suprême de l'Australie. Il l'a été pendant plusieurs siècles. Et honnêtement, il mérite le respect. C'est pas vraiment tous les jours qu'on entendrait parler d'un varan géant qui était le prédateur le plus dangereux d'Australie. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez un varan de Komodo. Pensez à son ancêtre et dites-vous à quel point vous avez de la chance de vous retrouver face à ce petit truc mignon. Sur ce, c'était Jack Dog, et retour vers le présent, et comme je le dis à mes abonnés, ne restez pas sur votre faim. Depuis la préhistoire, les griffes et les crocs meurtriers, les mâchoires puissantes et la force brute forment l'arsenal meurtrier de tout bon prédateur. Grâce à l'évolution convergente, ces armes réapparaissent d'air en air. Et aujourd'hui encore, elles font partie de l'arsenal des plus grands assassins de la planète. On retrouve tous ces traits mortels chez le terrifiant Megalania, un prédateur australien lourdement armé, le plus gros lézard terrestre de tous les temps. On parle du lézard ultime. C'est l'animal à 4 pattes et recouvert d'écailles le plus cool qui n'ait jamais existé. À son arsenal d'armes fatales, le Megalania ajoute une morsure venimeuse qui lui permet de terrasser des proies beaucoup plus grosses que lui. Le venin a fait ses débuts sur la terre ferme grâce aux scorpions, il y a environ 300 millions d'années. Puis il a continué son évolution par l'entremise de créatures aussi diverses que la méduse, les insectes, les serpents, les araignées et même quelques espèces de requins. C'est l'arme secrète du Megalania. Elle lui permet de vaincre un adversaire qui pèse 6 fois son poids. Et l'ingrédient actif de son venin est un anticoagulant. C'est ce qui distingue un couteau ordinaire d'un couteau trempé dans du poison. Le venin amplifie l'effet des dents du Megalania. Le Megalania est un animal massif. Les plus gros spécimens mesurent 6 mètres de long et pèsent plus de 350 kilos. Mais leurs pattes solides les aident à se déplacer très rapidement. Il y a 1,5 million d'années, ses dents tranchantes comme des rasoirs
Ses griffes acérées et sa morsure venimeuse lui permettent de terroriser le territoire australien. Il s'éteint il y a à peine 40 000 ans. Le règne du mégalania est typique. Là où vivent de grosses proies, vivent de grands prédateurs. Durant le Pléistocène, la mégafaune australienne était unique. C'est en Australie que se trouvaient les plus gros marsupiaux, les plus gros lézards et les plus gros oiseaux. Comme les autres lézards, le mégalania est un animal hétérotherme, incapable de contrôler sa température corporelle. Il compte sur le soleil pour se réchauffer et se mouvoir. Mais au besoin, il peut être extrêmement rapide. Il pouvait atteindre une grande vitesse plus rapidement que la plupart des créatures de la nature. Et il avait une vitesse optimale supérieure à celle de presque tous les autres animaux. De nos jours, un lointain cousin du mégalania domine encore la faune locale de l'archipel indonésien. En termes de comportement, d'écologie et de physiologie, le varan de Komodo est l'animal qui s'apparente le plus au mégalania. Ces deux animaux avaient sans doute les mêmes proportions physiques. Même si le mégalania est 4 fois plus gros que le varan de Komodo moderne, celui-ci nous donne quand même un aperçu de la férocité de cet animal préhistorique. J'ai observé des varans de Komodo. Ils peuvent escalader une colline plus rapidement que j'ai le temps de la descendre à la course. Impossible de s'échapper. Ce sont de véritables machines. Après son réchauffement matinal, le mégalania cherche la piste de sa proie favorite. Le diprotodon, un marsupial de plus de 2700 kilos. Il retrouve son odeur grâce à sa longue langue bifide. Ces prédateurs utilisaient leur langue bifide pour repérer des odeurs. Ils savaient ainsi quelle espèce animale était passée par là récemment. Après avoir repéré la trace d'un diprotodon, le mégalania le traque sous le couvert des hautes herbes. Court sur pattes, camouflé et incroyablement patient, l'ancien prédateur, comme le varan actuel, est un maître de la traque. J'ai une certaine expérience des varans de Komodo. L'un d'eux pourrait être caché à 1 ou 2 mètres de nous et on ne le verrait même pas. Arrivé près de sa proie, le mégalania n'a plus qu'à l'attraper, la mordre, puis l'achever. Et dès que le gros du troupeau de diprotodons est passé, il se précipite à la vitesse de l'éclair. Quand le mégalania était à une quinzaine ou une vingtaine de mètres de sa proie, elle n'avait plus aucun moyen de fuir. Lorsque le mégalania enfonçait ses dents dans sa proie, elle ne pouvait plus faire grand-chose, sinon se débattre pour essayer de lui échapper. Les dents du mégalania sont striées comme celles du varan de Komodo, mais elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus dangereuses. Voici la dent d'un varan de Komodo adulte. Je m'intéresse particulièrement à cet effet de scie, cette dentelure des dents, à l'avant et à l'arrière. Les fibres protéiques sont poussées entre ces petites dentelures, ce qui crée un stress immense sur ces fibres, qui finissent par être coupées en deux. La proie tentait de s'enfuir, mais le mégalania la maintenait prisonnière. Ou bien il jetait sa tête en arrière, grâce à la superbe musculature de son cou, et il raclait ses dents à travers sa proie, ce qui creusait de larges sillons sanglants dans le corps de l'animal. Il pouvait arracher un gros morceau de chair dans le flanc de l'animal, dont le sang coulait ensuite à flot. Même une terrible blessure ne viendrait pas à bout de l'immense diprotodon, sans la dose de venin administrée par son prédateur. Les glandes venimeuses du mégalania devaient être alignées à l'intérieur de ses mâchoires, dans la cavité buccale, comme celle de ce varan de Komodo. Lorsque les dents lacéraient sa chair, le poison se mêlait au sang de la victime et envahissait son organisme. L'attaque d'un prédateur est aussi précise que n'importe quelle formule mathématique. Le venin vient en prime. Il amplifie l'hémorragie provoquée par la blessure. Même si l'animal réussit à s'enfuir, il a perdu un gros morceau de chair. Il est apeuré et terrifié. Il perd beaucoup de sang et il va finir par saigner à mort. Le mégalania n'a plus qu'à se servir de sa langue bifide pour retrouver la carcasse. Ensuite, il peut la manger.
Ce copieux repas suffit largement aux besoins du Mégalania. L'animal digérait un diprotodon assez rapidement, mais l'énergie qu'il retirait de sa viande lui permettait de survivre très longtemps. Comme il stockait le gras dans sa queue, il n'avait pas besoin de manger pendant quelques années. Il ne s'en abstenait pas nécessairement, mais quand on ne ressent pas la faim, on n'a pas besoin de sortir du lit chaque matin. Ce monstre léthargique peut se transformer en agile prédateur en un clin d'œil, puis retomber dans l'apathie. Malgré son venin meurtrier, cet assassin hétérotherme est peut-être victime d'un petit chasseur homéotherme. Un chasseur sans outil de survie manifeste, qui lui dispute ses proies et qui ose peut-être même chasser le terrible prédateur. Le Mégalania et ses proies favorites ont-ils été anéantis il y a 40 à 50 000 ans par l'homme primitif? C'est possible, mais à ce jour, aucune preuve concluante n'explique pourquoi le Mégalania s'est éteint. Même si tous ces assassins préhistoriques ont maintenant disparu, les formidables outils de leur arsenal meurtrier survivent dans les prédateurs modernes. Ils se sont progressivement raffinés, affûtés et aiguisés à travers les siècles. Mais essentiellement, ils représentent une évolution réussie. Si réussie que même si les espèces qui utilisaient ces outils ont disparu, ils existent encore, prêts à se répéter jusqu'à ce que la nature trouve un meilleur moyen de tuer.